Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 130, volet numéro 1. Donc, pour ce qu'il en est de l'entrée en matière de cette chronique, je vous renvoie à ma chronique de présentation précédente, concernant, bien entendu, le préambule de présentation, je dirais, le moins s'en faut, bien entendu, des 5 volets que je vais donc on appelle les 5 volets comparatifs des statistiques économiques en France. Voilà. Alors, bien entendu, pour l'entrée en matière, je voudrais préciser tout d'abord que les sciences économiques, ou la science économique, est difficile à définir. Et cela tient sans doute, bien entendu, à ce qu'elle est beaucoup plus jeune que les sciences. Elle fait partie, je dirais même, d'un ensemble de sciences sociales qu'on pourrait appeler sociologie, science qui elle-même n'est pas aisée de circonscrire, je dirais, avec précision. Il reste à savoir que beaucoup de spécialistes considèrent que, effectivement, ce n'est pas réellement une science, mais étant donné aujourd'hui l'importance de l'économie, beaucoup de spécialistes planchent comme des scientifiques. Alors, effectivement, si on reprend, je dirais, la véritable interprétation, l'étymologie du mot, c'est-à-dire la science et savoir, c'est-à-dire connaissance, c'est une pénétration, une prise de position par l'esprit de certains objets du monde, quelles que soient ensuite les écoles, qu'elles soient dites marxistes, libérales ou bien entendu marquées très capitalistes. Cela reste, mais je dirais, une question se pose. L'objet de la connaissance ne détermine-t-il pas la forme de cette connaissance? Alors, bien entendu, connaître un être inanimé n'est pas la même chose que connaître un être animé. Différence entre le mobile et l'immobile, bien entendu. Et à plus forte raison, un homme ou un ensemble d'hommes, donc toute science doit-elle, je dirais, être construite sur le même modèle pour accéder au titre de science? Faut-il adopter, je dirais, le style déjà mis en valeur par les disciplines de la matière préalablement constituée? Bon. Des analogies, bien entendu, sont possibles, mais un mimétisme total ne serait probablement pas une perfection. Donc, ça c'est pour la petite histoire concernant effectivement ce qu'on pourrait appeler l'économisme ou les sciences économiques, hein, ce qui peut être différent avec l'histoire des sciences économiques. Je traiterai dans un autre, je dirais, une autre vidéo, bien entendu, la nuance entre les sciences économiques et l'histoire des sciences économiques. Là n'est pas mon propos. Donc, j'ai fait cette entrée en matière pour donner une petite explication succincte, et je dirais pas grossière, mais un peu vulgarisée. Et dans l'espoir, bien entendu, que je n'ai pas trahi l'idée. Et ce sera à vous de vous faire, je dirais, votre propre réflexion là-dessus. Alors, parlons du premier volet. Le premier volet va s'intituler l'inégalité de niveau de vie et de redistribution en France entre 2008 et 2018. 2019, les statistiques ne sont pas encore effectuées, donc on ne peut pas s'avancer si ce n'est que sur des normes, je dirais, ponctuelles de spéculation à partir de chiffres qui ne sont pas encore tous présents. Alors on peut considérer qu'effectivement l'ensemble, je dirais, de la redistribution sociale et fiscale contribue à réduire de manière importante les écarts de niveau de vie entre les groupes de revenus. Un effort important réalisé en faveur des 20% les plus pauvres. Alors, nous avons dans ce cas d'espèce, entre 2008 et 2016, voire 2018, pour des statistiques plus fraîches, les inégalités de niveau de vie primaire et qui se sont un peu accentuées. Mais n'oublions pas que la redistribution a permis de contenir l'essor des inégalités et l'effort de redistribution en faveur des 20% les plus pauvres s'est accru dans cette période. Alors, direz-vous, la redistribution sociale et fiscale diminue les inégalités de niveau de vie,
Prenons par exemple entre 2016 et 2018. Par exemple, en 2016, le niveau de vie moyen d'un individu avant redistribution était de 25 610 euros par année, bien entendu. Et le niveau de vie moyen disponible après redistribution était de 23 700 euros. Alors, le revenu avant la redistribution est le revenu brut, bien entendu, duquel on déduit notamment les cotisations retraite, maladie, chômage et la fameuse CSG maladie. Le revenu disponible est le revenu avant redistribution, et duquel, bien entendu, on déduit les cotisations familiales, la CSG hors, je dirais, maladie, les prélèvements sociaux, la CRDS, l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation, et auquel on ajoute les prestations familiales, les minima sociaux et les allocations logement, et sans oublier les produits financiers qui sont comptés dans les deux revenus. Alors, nous en arrivons effectivement à l'unité de mesure, hein. Donc les revenus sont mesurés pour chaque ménage, au sens du recensement. Alors pour tout ménage, on compte une unité de consommation, je dirais, pour la première personne adulte. Ce qu'on appelle le 0,5 unité de consommation pour une autre personne de plus de 14 ans. Et ma foi, 0,3 pour un enfant de moins de 14 ans. Alors si on divise les revenus du ménage par le nombre d'unités de consommation, on obtient, je dirais, le niveau de vie moyen de chaque individu. Et c'est celui qui est étudié ici. Et c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Donc la population, pour bien situer, je dirais, l'architecture d'ensemble, la population est ici découpée selon 5 quintiles. C'est-à-dire, je m'explique, je traduis, c'est-à-dire en 5 tranches de 20% des individus classés selon leur niveau de vie, tels que calculés ci-dessus. Alors, le premier quintile comprend, je dirais, les 20% de la population au moindre niveau de vie. Le cinquième, les 20% les plus aisés, et les autres quintiles correspondent aux tranches intermédiaires. Je vais bien expliquer, entre une classe, n'ayons pas peur de le dire, parce que les statistiques sont formelles, les chiffres de toute façon n'ont pas de sentiment, les pauvres, la classe moyenne, et les classes, je dirais, riches, privilégiées, aisées. Je vous laisse le loisir de donner l'appellation que vous voulez. Bon, alors revenons à notre réalité. Le niveau de vie moyen avant redistribution du quintile, le plus bas, représentait 25% du niveau de vie moyen général, tandis que le cinquième quintile représentait 217%. Alors, le deuxième quintile représentait, lui, par contre, 61%, et le troisième, 84%, le quatrième, 112%, et il faut bien préciser, on note un écart important entre le premier quintile, 25%, et le second, 61%. Alors en 2016, puisque aujourd'hui ce sont à partir de ces statistiques, même si nous avons les statistiques de 2018, mais qui sont encore à l'étude, les statistiques de 2016 qui aujourd'hui ont été, je dirais, pas verrouillées, mais qui ont été terminées, comblées. Donc en 2016, la redistribution favorise les revenus des deux premiers quintiles après redistribution. Donc le niveau de vie disponible du premier représente 48% du niveau de vie moyen général, plus élevé de 23 points, tandis que pour le deuxième, je dirais quintile, le niveau de vie est de 68%, soit, je dirais, une augmentation de 7 points. Bon, jusqu'ici, j'espère que vous me suivez. Alors pour le troisième ratio, il s'élève et représente 87%, soit 3 points de plus. Pour le quatrième ratio, qui est aux alentours de 110%, qui est en recul, notamment de 2 points. Et pour le cinquième, je dirais, le niveau est de 188%, soit un effet de prélèvement de 29 points. Ce qui est bien entendu pas une sinécure quand on y réfléchit un petit peu.
il faut être logique. Alors j'ai fait un tableau, effectivement, je me suis permis de faire un tableau de statistiques qui est assez intéressant, que je vais commenter, et dont effectivement la redistribution est importante en faveur du premier quintile, donc le plus pauvre. Alors, elle est très faible pour le deuxième quintile. Et les contributions des deux quintiles suivants sont limitées et celle du cinquième quintile est plus aisée, je dirais même, voire le plus important. Alors on peut mesurer le taux de redistribution au sein de chaque quintile en calculant la différence entre niveau de vie disponible et niveau de vie avant redistribution. Et en la rapportant, bien entendu, n'oublions pas, au niveau de vie avant redistribution. Alors pour le premier quintile, le taux de redistribution est de plus 75%. Pour le second, il n'est que 3%. Les trois autres quintiles sont contributeurs de façon croissante. Moins 5% pour le troisième quintile, moins 10% pour le quatrième, moins 20% pour le cinquième. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en relever là-dessus? Pour l'ensemble de la population, le taux est de moins 7%. Et ce chiffre correspond à l'effet plus global de la fiscalité qui finance pas uniquement la redistribution, mais aussi des services publics aux effets individualisés non calculés. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Selon ces données, le premier quintile bénéficie d'un effet redistributif élevé. Le deuxième quintile n'est pas aidé au-delà de 3%. Et ce chiffre fournit une indication et nous interpelle, ce que j'appelle une indication relative au sentiment perçu de certains travailleurs pauvres que les plus pauvres sont aidés, mais pas eux. C'est un des gros problèmes aujourd'hui, que quand il y a effectivement des gens qui n'ont absolument plus rien et qui sont, je dirais, protégés par le système social, donnent l'impression à ceux qui travaillent, mais qui font partie du bas de l'échelle, n'ont aucune aide. Ce qui est vrai, mais j'expliquerai pourquoi. Alors la contribution du cinquième quintile, pour ne pas perdre, je dirais, le plus riche et le plus important, mais pour les deux autres quintiles, il n'est pas confiscatoire. Pour ces derniers, la connaissance de ce taux de redistribution fait justice à un certain discours médiatique selon lequel la classe moyenne serait écrasée par la fiscalité, ce qui est une des conséquences aujourd'hui. Alors, bien entendu, il ne faut pas oublier que la fiscalité indirecte n'est pas prise en compte dans, je dirais, ces différentes études que j'ai pu mener. Et la sensibilité à la fiscalité directe est très forte. Mais si la fiscalité directe et les cotisations sociales sont importantes, elles ont, en contrepartie, le bénéfice de prestations importantes. Et donc on peut imaginer que le sentiment commun est que l'on voit plus ce que l'on paye et pas ce que l'on perçoit considéré comme un dû. Alors, bien entendu, la crise financière est passée par là, hein. Depuis 2008, en dépit de la crise financière, les écarts ont, je dirais, peu évolué et la croissance des inégalités a été contenue. Ça, c'est ce qu'on oublie effectivement de préciser. Prenons un exemple, entre 2008 et 2016, le rapport au niveau de vie moyen, avant redistribution du premier quintile, a diminué de 4 points en passant de 29% à 25%. Ceux des deuxième et des troisième quintiles sont restés stables. Celui du quatrième a augmenté d'1 point et celui du cinquième de 2. L'inégalité avant redistribution, c'est donc, je dirais, un peu plus augmenté, voire même accru. Alors après redistribution, les rapports de chaque quintile au niveau de vie moyen n'ont pas pratiquement changé sur la période de l'ordre d'1 point. Mais pour le premier quintile, ce ratio est de 47% entre 2008 et 48% en 2016. Donc celui du premier est stable. Qu'on pourrait, je dirais, définir selon la statistique à 68%. Alors par contre, celui du troisième passe de 86 à 87. Celui du quatrième est en hausse de 108% à 110. Le rapport du cinquième a diminué de 192 à 188. Au total, la distribution des niveaux de vie disponibles ainsi exprimés a peu varié entre 2008 et 2016. Donc,
pour les quatre premiers quintiles, la situation du quintile est plus aisée et c'est même dégradé, je dirais. C'est là où effectivement nous voyons la problématique de la redistribution. Bon, toujours est-il. Effectivement, si on regarde le niveau de vie de redistribution, par exemple en France, le problème, c'est que, effectivement, quand on regarde du premier quintile sur le tableau et qu'on essaye de faire des études comparatives sur l'évolution ou la régression, ce qu'on pourrait appeler mode de fonctionnement d'inflation ou de disflation. Donc quand on s'aperçoit effectivement que le premier quintile de 0 à 20, qui donne le niveau de vie, je dirais, annuel, établi à 7200, le rapport à la moyenne de 29%, le niveau disponible annuel, effectivement, doit être défini de 10 610, et le rapport à la moyenne, j'appelle de taux de redistribution, donc de 47%. Bon. Sur le premier quintile, effectivement, nous pouvons considérer qu'il y a une stabilité. Dans le deuxième quintile, nous avons ce que j'appelle le 15-200, qui est un rapport au niveau annuel, au niveau de vie, et le rapport à la moyenne de 61%. Bon, ensuite nous avons le niveau de vie disponible annuel de 15-200 sur, je dirais, le rapport à la moyenne, taux de redistribution, 0, et le rapport de la moyenne, 68% par rapport au premier quintile de 47%. Nous en arrivons effectivement au troisième quintile, qui est effectivement le niveau de vie annuel de, je dirais, pour l'année 2008. Et nous pouvons voir dans ces chiffres extrêmement intéressants ce phénomène de tableau où la crise des subprimes, donc la crise financière, est passée par là. Puisque si on compare le taux de redistribution de 2008 par rapport au taux de redistribution de 2012, nous avons une différence effectivement entre 47 et 55%. Pour ce qu'il en est du deuxième quintile, il y a une augmentation de 2%. Pour ce qu'il en est du troisième, et c'est là où ça se gâte, il y a une définition du moins 6%. Pour ce qu'il y en est du quatrième quintile, on peut constater qu'il y a 2 points de moins, donc moins 11% sur le taux de redistribution. Et pour ce qu'il en est effectivement du cinquième quintile, ce qui donnerait une moyenne de moins 8%, je dirais, une baisse de moins 19%. Et si nous en arrivons à l'état comparatif entre 2008 et 2016, nous pouvons considérer que déjà le quintile numéro 1 a été augmenté donc de 75% pour ce qu'il en est du premier quintile. Ensuite, nous avons également une comparaison d'une augmentation de 3% sur le taux de redistribution, toujours dans ce thème de taux de redistribution, effectivement, qui n'a bougé que finalement d'1 point sur le troisième quintile. Sur le quatrième quintile, il y a sur le taux de redistribution 3% de moins, soit 10% par rapport à son chiffre défini en 2008, sur le chiffre 2016, donc de 10, nous passons de 13 à 10, et également sur le cinquième quintile, moins 20%, soit, je dirais, moins 7%, ce qui n'a effectivement pas énormément bougé, si ce n'est que la moyenne a donné ce qu'on appelle moins 3%. Alors vous voyez, ce que je voulais préciser là-dessus, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que quand on regarde un petit peu à la lumière de toutes ces statistiques, nous apercevons que le taux de redistribution en faveur du premier quintile a beaucoup augmenté. Il est resté très faible en faveur du deuxième, et même les taux de prélèvement, ce qu'on appelle des troisièmes et des quatrièmes, ont un peu diminué.
Donc le taux de prélèvement du cinquième est resté le même. Et le taux de redistribution, je dirais l'effort de redistribution ramené au niveau de vie avant redistribution. Alors, pour bien expliquer, parce qu'effectivement, je pense que c'est un peu mathématique, pour essayer de traduire, il augmente de 47% en 2008 à 55% en 2012, pour résumer, et à 75% en 2016, pour le premier quintile. Il passe de 0% en 2008 à 3%, en 2016 le deuxième de moins 8 à moins 5%, pour le troisième de moins 13 à moins 10, comme je viens de l'expliciter en donnant une analyse du tableau. Et effectivement, pour le quatrième, il demeure de moins 20%, et pour le cinquième, le ratio négatif exprime le taux de prélèvement dans les trois quintiles, ce que j'appelle supérieur. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien que le taux de prélèvement moyen diminue de moins 10% à moins 7%. Et ces résultats sur la moyenne expriment que la fiscalité directe sur le revenu brut a été diminuée pour l'ensemble. Et les grandeurs considérées sont hors fiscalité indirecte, bien entendu. Donc, finalement, au fond, beaucoup d'investissements, pour faire court, ont été faits en direction des plus démunis. Alors, ceux qui ont été sacrifiés, et c'est pour ça aujourd'hui nous constatons qu'il y a une classe sociale de travailleurs très pauvres et qui ne bénéficient à proprement dit de presque rien, parce que beaucoup d'investissements ont été faits sur les plus démunis. Et tout cela, bien entendu, repose sur, je dirais, ce fameux quintile de la classe moyenne qui, aujourd'hui, supporte énormément le coût. Alors nous avons une classe d'ultra pauvres n'ayant plus rien, qui bénéficie effectivement, je dirais, d'un investissement, et nous avons une classe très riche qui, elle, par contre, ne paye absolument rien. Et au milieu, nous avons une classe moyenne qui supporte finalement tous les coûts. Et c'est en cela, finalement, qu'il faut bien réfléchir sur la problématique. Et c'est encore une fois, je précise que notre système social, même si aujourd'hui il a de l'aile, excusez-moi de l'expression, mais il a du plomb dans l'aile, il n'en demeure pas moins qu'il reste encore un système performant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce premier volet, et je ferai le second volet également, je dirais, sur les dépenses publiques et le détail des chiffres, à la lumière, bien entendu, des statistiques et des outils de l'économie, sans rentrer dans une, je dirais, violation, une trahison d'une doxa quelconque, en restant effectivement tout à fait objectif. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique 130, numéro 2.